les amis, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve et puis je crois qu'à ma gauche j'ai un super nouveau présentateur. Et puis ce sera pas plus mal, hein, puisque comme c'est toi qui parles sur tout le reste de l'émission, comme ça on aura tu t'auto-interview et tout, c'est génial. Hein. Donc voilà, bienvenue Thibaut. On est heureux. Ah, tu n'étais pas prêt à ce tacle d'entrée. Non, vraiment. Mais après, tu sais, les gens ils pensent Ben il est dur avec son père, mais ils savent pas en fait que lui il fait tout en off. J'avoue que ton père est pire que toi, mais tu es pas loin. Mais moi je le fais quand ça enregistre, lui il le fait par derrière. Oui, on est témoins, c'est vrai. On est témoins. Voilà, dites-le fort. On appelle ça un putsch, hein. C'est la vérité qui est toujours dévoilée, sache-le. Thibaut, tu vas bien? Je vais très bien, très content d'être avec vous. Entre vous congratulez, moi je me fais assassiner. Nathalie, tu vas Moi, bien? je vais très bien. Bienvenue Merci, Nathalie, on est ravis. Et puis papa, voilà. Écoutez, Ravi de t'écouter. ah ben oui. On est ravis, c'est bien. Non, vraiment. Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'allais bien jusqu'à ce que je reçoive un scud. Hein. Ah ouais. Oh, non. Qui aime bien, Châtie bien. On le savait. On t'aime beaucoup, ça. Ah oui. Mais tu nous aimes encore plus, hein, je tiens à le dire. C'est lui qui lance le truc, vraiment, toujours. Mais ça, c'est vrai. C'est lui qui lance. Lui, il lance les pics. Et après il fait C'est comme des pics d'amour, hein, mais c'est des pics. Et moi, quand je suis arrivé à l'église, j'étais pas du tout comme ça. Mais pour survivre en tant que pasteur, je me faisais tacler chaque dimanche, chaque mardi. À un moment donné, j'étais obligé de m'y mettre pour me défendre. Même en réunion pastorale, on se fait tacler. Ah bah, de ouf. Pour tout, pour rien. Ah bah, bon. Regarde, la dernière fois, tu m'as taclé sur ma tenue vestimentaire. J'ai dû te tacler sur ta quantité de livres. T'étais là quand il a dit. Non. Alors, il a présenté le livre de Jean-Marie en disant je pense honnêtement que c'est le livre qui m'a le plus bouleversé dans les 10 dernières années, et juste après il m'a taclé sur mes vêtements. J'ai dit mais là, c'était abusé, quand en même. tout cas c'est facile pour lui que ce soit le livre qu'il a préféré pendant les 10 dernières années, puisque c'est le seul livre qu'il a lu. Comment mentir en début de prédication, c'est ça qui est terrible. Ça me donne une idée de ce que ça pourrait être une île avec que des chrétiens comme vous. Hein. Non, mais alors déjà tu introduis les sujets comme ça sans c'est impressionnant. Toi, c'est le putsch, c'est ça. C'est ça, j'avoue. C'est ça la prise d'otage. Mais en tout cas, ça c'est l'inspiration. Non. Est-ce qu'on peut avancer, parce que c'était quoi ta question? En fait, il y avait une question. Je me suis posé une question. C'est très simple. Je me suis posé une question parce que j'ai lu un fait divers et je vais vous le lire. Acheter une île pour y établir une nation. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en 2018. Ce projet est lancé par des Américains à partir d'une campagne de crowdfunding. Balbutiante à ses débuts, cette campagne a porté ses fruits, car les investisseurs réunis autour du projet Let's Buy an Island ont pu récolter jusqu'à plus de 250 000 $. En décembre 2019, rapporte CNN. Une somme suffisante pour acheter Coffee Bay, une petite île sans aucun habitant d'une surface de 4,8 km², se situant au large du Belize, sur la côte est de l'Amérique centrale. Les investisseurs ont dû dépenser 180 000 $ plus les taxes. L'île est devenue désormais Islandia. Elle dispose de son propre drapeau national, son hymne et son gouvernement. Inaugurée en janvier 2022, Islandia est devenue la plus récente micronation du monde. Même si elle revendique son indépendance, la communauté internationale ne la reconnaît pas, et je dirais pour le moment, puisqu'il y a d'autres cas qui déjà ont fonctionné. Pour s'y installer, il vous suffira de débourser 3 000 €. Si vous avez 3 000 €, vous ne serez pas juste installé, vous serez propriétaire d'une partie de l'île. Et l'île se situe à 15 minutes en bateau du Belize City. Donc voilà, en fait, je me suis posé cette question. 3 000 €, c'est pas... C'est pas très cher, hein. Ouais, ça va. Bon, pour une pas très grande partie non plus, de 4 km², quoi. Mais je me suis posé cette question. On peut acheter une île, en faire une nation, et si on achetait une île pour les chrétiens et faire une nation chrétienne? Je me suis dit, tiens, mince, je suis sûr il y a plein de gens qui seraient motivés à ce projet-là. Ah ouais, j'en suis sûre. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de pouvoir Ça va mal terminer, cette histoire. Ah bah justement, et si les chrétiens faisaient la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on réinventerait le monde? Ah bah, tu fais ce que tu veux sur ton île. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée de faire une île juste entre chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Je pense déjà là, ça changerait beaucoup de choses. Toi, tu fais tes techniques, Thibaut, il me fait souvent ses techniques. Ouais. Thibaut, il dit, alors déjà, j'aimerais redéfinir les choses. Et lui, il fait aussi ses techniques. C'est vrai. Mais c'est vrai, parce qu'en même temps, t'as chrétien et chrétien. Et même déjà, les chrétiens nés de nouveau, ils sont loin d'être parfaits.
Mais Ouais, les en fait, faux chrétiens religieux, Ça il y changerait en a pas plein. grand-chose, quoi. Ouais. Et donc finalement, Ça changerait rien. l'île deviendrait Ouais. comme le reste du monde. Alors une île entre chrétien né de nouveau. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Une île entre. Bah, en général, quand je dis chrétien né de nouveau, quand je dis chrétien, je pense à chrétien né de Mais nouveau. Mais il y a déjà eu la tentation de faire ça. Il y a déjà eu dans le passé des tentatives de créer soit des villes. D'ailleurs, il existe une ville au Nigeria actuellement où il n'y a finalement que des croyants. c'est vrai. Christ Euh, City, je crois, elle s'appelle. Ah ouais. Christ City, oui. Bah, Maintenant. les Ménos ont souvent fait ça. Hein. Il y a des villages Des où il y villages a entiers. Oui, alors non, que des c'était pas de Ménos. leur faute. Alors, c'était pas de leur faute, Ouais, c'était ouais. à cause de la persécution. Ouais, J'ai pas c'est dit que ça. c'était de leur faute. Non, non, mais Pourquoi tout de suite c'est la C'était Détends-toi, à cause de- Il a détends-toi, pas tort, tout hein. va bien. Il a pas Tout dit que va c'était de bien. leur faute. Il a pas dit. Il a juste dit qu'il y a des ménonites, c'est que des villages ménonites. Oui, oui. On a senti tes racines. Non, Les racines qui ils ressortent. n'ont jamais fait vraiment de village, c'était plutôt des hameaux. Bon, bref. Oui, comme il tourne. Non, mais c'est ça. Mais puis je sais quand même d'où je viens. Ceci dit, là, c'était lié à la persécution. Oui, mais ils Oui, sont mais pas finalement, ils se sont quand tandis même que retrouvés là, ensemble. moi, je me dis, si quelqu'un avait voulu le faire, c'est Jésus. Et c'est finalement ce qu'on attendait de lui. Ouais. Et c'est lui qui dira, mais mon Oui. royaume n'est pas de ce cette monde. terre. Mais pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas viable? Alors, je dis pas que ce ne serait pas viable. Christ Town, ou cette ville Ouais, qui vient d'être créée, là, elle existe. Et puis, elle a sa raison d'être, puisqu'à côté de Lagos, où il y a un niveau de violence absolument extraordinaire, cette ville est un havre de paix. Ils sont, je crois, 30 000 habitants actuellement. C'est un havre de paix. Donc, dans un contexte comme celui-là, on pourrait comprendre, mais c'est pas le but, puisque le chrétien est appelé à être lumière du monde, Ouais, c'est et ça, celle de la j'allais terre. dire. Nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. C'est, je veux dire, la Jérusalem céleste, elle est à venir et on va pas la bâtir ici-bas. Donc, Mais est-ce que, voilà, moi est-ce que en dehors d'annoncer l'évangile, avec des chrétiens qui ne vivent que ensemble, c'est bon. Même là, genre, enfin, ça me semble même compliqué en fait. Juste être ensemble H24 Mais alors, sur une île. moi je vais faire l'avocat du diable. Voilà, c'est chaud. Non, mais c'est vrai. Mais pour moi, c'est le côté communautaire qui, en tout cas, on le voit dans le Nouveau Testament, est quand même très, très fort. Et que je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a perdu, où on est devenu quand même hyper individualiste. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient du mal à vivre tous ensemble, alors que je trouve qu'on devrait être beaucoup plus dans un style où on devrait être proches les uns des autres, à se soutenir les uns les autres. Genre habiter dans des maisons communes et tout ou... Bah, en tout cas, on devrait en être... Toi, je te On est verrais bien capable. faire ça. Bah, moi, j'avoue que j'aime trop héberger des gens. J'aime trop avoir des gens à la maison. Ouais, plutôt genre un immeuble avec des pièces communes et tout. Ouais, franchement. Ah, je t'imagine. ça, j'aimerais bien. Ouais. Moi, je me verrais. Bon, c'est bien. Fais-le. Non, mais je vous explique pourquoi je me suis posé cette question. Parce que si on dit que non, c'est pas viable, on est lumière du monde, etc., comment ça se fait que certains le font actuellement? T'as pas besoin d'avoir. on n'a pas dit que c'est pas viable. Ah bah si on est censé être lumière du monde, on peut pas être que entre nous. Mais c'est pas le but premier. Bah, on peut pas. Si t'es disciple de Christ, tu peux pas être que entre la lumière. C'est la lumière qui appelle dans les ténèbres. Oui. Ma question, c'est comment ça se fait que, du coup, on le fait quand même. Je dis pas nous directement, mais certains chrétiens sont dedans, en fait, ne voient que des chrétiens, ne vivent que des activités avec des chrétiens, font des clubs de chrétiens, bien sûr, vous avez bien compris que ma petite idée, c'est pour amener une autre réflexion, c'est est-ce que de fonctionner en vase clos dans un monde de ténèbres, mais on fonctionne on s'est créé des petits espaces remplis de lumière, est-ce que c'est bon du coup si là pour le coup, le côté très caricaturé de une île, c'est pas viable puisqu'on est censé être dans les ténèbres, est-ce que c'est bon? On risquerait de devenir comme les Amish peut-être, qui sont restés en vase clos au final. Ils se marient même entre eux. Ouais, moi, je pense que tout est bon lorsqu'il y a de l'équilibre. Que Moi, des c'est chrétiens une se question d'équilibre, retrouvent je suis d'accord. pour faire une activité commune, c'est une très bonne chose parce que
nous encourageons aussi la communion fraternelle. Et c'est vrai que... Ce que tu disais, moi. Tiens, par exemple, on a une équipe de foot. Cette équipe de foot, elle est composée de croyants, mais qui ont de la communion fraternelle. En même temps, ils jouent contre beaucoup d'équipes qui sont totalement... différentes, et ça leur permet d'avoir un excellent contact. Mais l'éthique que l'on voudrait dans notre équipe de foot, c'est absence de gros mots, c'est être aussi un témoignage par le comportement. On a un club de motards, The Way, je sais pas, ils sont 70 ou 80 maintenant. Mais là, encore une fois, c'est aussi c'est une manière d'être témoin dans le monde, mais tout en ayant de la communion fraternelle. Donc, on ne se contredit pas lorsqu'on dit qu'on peut faire quelque chose ensemble, tout en étant lumière du monde. Maintenant, aller s'installer sur une île, pour moi, c'est s'isoler. Et c'est le côté isolement, alors que l'on peut retrouver vous retrouvez cela dans certaines congrégations monastiques, où on s'est retiré du monde, on vit ensemble, dans un seul but, c'est de prier pour les mondes, mais on n'a plus de contact avec le monde. Oui, mais je pousse un peu volontairement, mais il y a des gens dans nos milieux qui sont comme ça. C'est-à-dire que les gens qu'ils accueillent à la maison, c'est les gens du groupe de maison. Ils veulent faire une activité moto, ça sera avec des chrétiens, pas dans le but de briller, pour être ensemble, et ils le mettront dans la communion fraternelle, mais c'est de l'isolement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tombé dans peut-être cet extrême-là, je dirais dans la saison de l'église où on est aujourd'hui. Je pense qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Mais effectivement, parce qu'on est une grande église, on a plein d'activités, on peut se noyer dans que des activités de l'église et finalement ne même plus vraiment parler à ses voisins, ne plus briller ailleurs que effectivement on peut faire du sport dans l'église, on peut tout faire dans l'église en fait, presque. Tu vois, je parle de relations, je parle pas juste de affronter une autre équipe pendant 90 minutes, mais où bon, bah là tu joues un match. Effectivement, tu peux briller de cette manière-là, mais d'être en contact, vivre avec eux. On a aussi beaucoup de membres de l'église qui sont dans des équipes. Après, le problème est très simple, c'est qu'ils se retrouvent dans des championnats où tout d'un coup ils doivent jouer le dimanche matin, et ils doivent choisir entre le culte. Donc cela explique aussi pourquoi on a une équipe qui joue plutôt en corpo, etc. Mais et je bénis Dieu de ce que beaucoup de nos frères et sœurs sont dans des clubs de gym, sont au conservatoire, sont impliqués. Il est évident que j'encourage pas forcément le repliement sur soi ou le communautarisme dans ce sens où on ne sortirait plus d'un milieu dans lequel je suis pas en train de dire que l'église porte ouverte est communautaire. Je suis assez raccord avec ce que tu dis. C'est que pour moi il y a un risque en fait pour quelqu'un s'il veille pas à être lumière du monde, c'est-à-dire être volontairement en contact avec le monde, à s'enfermer dans un rythme en fait, même en termes de rythme. Et sans le réaliser. Je pense. Sans que ce soit volontaire. Est-ce que c'est pas presque naturel à l'être humain ? Regardez, de se rassembler avec ceux qui nous ressemblent. Avec ceux qui se ressemblent. Oui, c'est sûr. Vous avez des gens qui sont, par exemple, engagés chez les sapeurs-pompiers. Mais ils font leurs vacances avec eux, c'est le lieu dans lequel je me sens bien, où je me retrouve. Donc c'est pas propre aux chrétiens. C'est un réflexe presque naturel et humain. Et c'est pour ça qu'on doit être intentionnel dans le fait de dire je veux prendre soin de mes voisins, donc je me libère du temps, de l'espace pour être au milieu d'eux, je me libère du temps et de l'espace pour faire partie d'un club ou peu importe. Mais c'est être intentionnel. Et des fois, je trouve que c'est... Je sais pas, je me suis déjà posé la question, ou même, je pense j'ai cheminé aussi dans la discussion, on grandit en maturité et tout ça, mais peut-être quand j'étais plus jeune, certains qui étaient engagés, vraiment investis dans un club, on pourrait se dire, ah mais celui-là il a vraiment pas la priorité au bon endroit, alors qu'au contraire, des fois il était beaucoup plus en contact avec des gens qui étaient pas croyants, où il avait l'occasion d'évangéliser, et où il était lumière, là où nous on pouvait faire la même chose, et effectivement prier ensemble et passer un petit culte, mais peut-être briller moins en tout cas à ce niveau-là. Mais comme dit, c'est un équilibre. Ouais, c'est ça, Parce que je trouve il y a beaucoup de gens qui sont très investis dans des clubs,
mais qui tout d'un coup se font prendre au jeu de faire plein de choses, mais ils en oublient d'être la lumière du monde. À fond. Et que je pense que c'est là où l'Église doit équiper les chrétiens pour justement briller et ne pas perdre de vue le sens de... C'est ça, parce que disait Sam, finalement c'est chercher un équilibre, c'est vrai. Équilibre, c'est Sam qui l'a difficile. dit. Non, on va lui accorder le crédit de... j'ai cru. Je pense que je vais faire la grève. non, Sam, reste là. Si tu fais la grève, on ne pourra plus produire l'émission. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que du coup, il y a besoin peut-être des fois de s'arrêter et juste de regarder... qu'est-ce que je fais? Où est-ce que des fois je suis en contact avec le monde? Enfin, je sais pas, pour vous, là on travaille tous dans l'église. Il y a un vrai challenge, honnêtement. Hein. Moi, quand je travaillais dans le séculier, c'est beaucoup plus facile de briller dans le séculier, quoi. Mais c'est compliqué. Si tu veux être en contact avec des gens, il faut que tu sois d'autant plus intentionnel. Mais il y a des fois où on doit aussi être intentionnel, justement, pour... je prends l'exemple de l'école chrétienne. Il a fallu être intentionnel pour créer cette école. Évidemment, on a essentiellement des enfants chrétiens, des enseignants, mais parce qu'on a aussi choisi de donner aux enfants une perspective l'éducation pour moi c'est autre chose éducative qui est différente de cette idéologie qui est en train de plomber la société dans laquelle on est. Et nous sommes intentionnels. On pourrait nous dire ils vivent en vase clos. Non, c'est pas notre désir, mais nous désirons donner à nos enfants une autre perspective que celle les enfants qui nous est imposée. On peut pas, c'est pas c'est sûr que c'est autre chose. Mais ça fait partie de la réflexion. Ça fait partie de la réflexion. Complètement. Mais ensuite, et c'est la volonté aussi de l'école, c'est sortir. Et sortir des murs, ce n'est pas l'isolationnisme. C'est les équiper pour les envoyer dans le monde. C'est ça. Et c'est ce que l'Église devrait faire, je dirais, à tous les niveaux. On est censé équiper les gens pour qu'ils brillent dans le monde. Est-ce qu'il faut alors moi je pose plein de questions, mais je réfléchis avec vous. Mais est-ce qu'il faut alors créer des activités de plein de choses dans les églises ou pas? Des fois on va dire les milieux chrétiens, des fois ça ressemble à des grandes MJC. Parce que tu as plein d'activités que tu peux faire comme ça. C'est vrai. Est-ce qu'il le faut? Est-ce que pour certains cas, comment vous voyez les choses? Mais moi je pense que le fait de donner la possibilité de choisir, c'est important. Mais chacun est libre. Chacun est libre. Là où ça deviendrait grave, c'est si on laissait penser à quelqu'un qui n'est pas dans le club de motards chrétiens, qui n'est pas spirituel. Ouais. Là où ça deviendrait grave, c'est si on a un footballeur qui, parce qu'il serait, là on serait en train de devenir sectaire. Alors que quand on donne la possibilité, et puis j'ai vu des jeunes gens venir jouer autant dans le club avec nous et être engagés par ailleurs, je pense que donner la possibilité de faire le choix, c'est toujours très bien. Et puis ensuite, chaque église aussi briller. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. Mais c'est ça. N'est pas... Puis finalement, le Seigneur, il nous a mis dans le monde. On n'est pas du monde, mais il nous a placés dans le monde. Hein. C'est lui-même qui le dit. Hein. Oui, mais c'est tout le défi. C'est comment faire pour rester justement, dans le monde. Tu te posais la question par rapport à nous qui côtoyons la porte ouverte en semaine, en week-end. Et moi, ça me fait penser à Guy, mon mari. Lui, il est investi aussi dans l'association de pêche du village, tu vois. Mais parfois, il y a leur réunion ou l'AG qui se passe le dimanche matin. Donc lui, il prévient, écoutez, moi, je suis chrétien et je vais aller au culte. Je serai pas... Donc lui, il sait faire la part des choses. Et je trouve qu'il a trouvé un équilibre, Guy, en fait. Et il témoigne quand même souvent, très, très souvent dans ce milieu. Aux poissons? Alors qu'ils deviennent des poissons. Moi, une chose que j'aimerais quand même dire suite à ta question, c'est que je pense que des fois, toutes les idées sont bonnes, mais qu'on a donné tellement d'activités ou tellement de choses qu'effectivement, beaucoup de chrétiens sont à flux tendu entre le groupe de maison le mardi soir, un engagement pour servir Dieu, et leur travail, leur famille, qu'effectivement, il n'y a plus d'espace. Et comment réussir, nous, à des fois à jauger le fait de dire là, autant laisser les gens plutôt faire cette activité-là dans le séculier, et de privilégier vraiment ce qui nous semble être prioritaire pour l'Église. C'est la question que je me suis écrite. Faut-il que les chrétiens fassent moins de choses entre eux?
Faudrait-il ça. Mais chacun doit le trouver. Je suis complètement Il y en d'accord. a qui ont besoin aussi. Hein. Mais je rajouterai un mais quand même. C'est que je pense qu'il faut quand même qu'on le verbalise, qu'on le transmette, ce souci de rester lumière, de rester. Je suis d'accord avec toi que c'est bien de proposer, mais je pense qu'il faut le transmettre parce que sinon on se fait piéger. Si on peut, franchement, hein, nous on est là à plein temps, etc. Ouais. Mais juste ceux qui en bénéficient, tu regardes chez les jeunes, t'as le samedi. Un jeune qui a 21 ans, il peut venir le vendredi soir, il peut venir le samedi soir, il peut venir le dimanche matin, il peut venir le mardi, il peut aller dans un groupe de maison. Et là, je te parle pas du foot, du basket, la chorale. La chorale. Ouais. Mais ça, c'est propre à notre église. Oui. Vous avez beaucoup d'églises où c'est pas le cas, où justement les jeunes souhaiteraient avoir un lieu où ils peuvent. C'est pour ça que, à un moment donné, chacun doit pouvoir faire son choix. Regardez, là, on fait une émission entre nous. On s'y retrouve, mais c'est entre nous et on traite de sujets divers et variés, etc. Mais qui intéressent toute la communauté chrétienne. Suivant les sujets. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets qu'on n'aborde pas généralement dans une église ou sur une estrade, etc. Cependant, nous avons quand même, en étant ensemble, un objectif, c'est de nous adresser à un public et, entre autres, ce sont les chrétiens qui parfois se retrouvent eux-mêmes face à des questions où ils se disent « mais tiens, qu'est-ce que je pourrais dire ou faire ?» Et puis, ils ont une émission qui peut leur donner des outils. C'est utile. Maintenant, est-ce qu'à partir de là, on va leur dire il faut regarder qu'on s'y retrouve ? Non. Ben non. Mais non, il y a t'as des émissions de débat qui se déroulent sur toutes les chaînes de télévision, etc. Mais s'ils veulent un avis chrétien, ils savent qu'ils peuvent venir là. Après, s'ils veulent d'autres avis, il y a X autres moyens d'en avoir. Alors, on n'accuse pas la porte ouverte. Hein. J'ai l'impression que tu te sens baisé pas. Je pose la question parce que effectivement, on parle de l'Église. En tout cas, c'est spécifique à chez nous aujourd'hui. Ce que les gens sont intéressés à entendre aussi, c'est nous comment on le vit. Moi, c'est mes réflexions à moi. Donc si j'écris ces réflexions, c'est parce que je me les pose et puis on en discute sans... C'est des bonnes remarques. Parce que je pense que des fois, certains, effectivement, sont en danger et certains devraient leur dire fais attention à pas t'enfermer dans une routine chrétienne ou christianisée, tu vois, de plein d'actifs. Il n'y a plus que ça. Parce que ça peut être plus que ça. Oui, alors j'en connais suffisamment qui sont dans l'autre côté. Oui. C'est pour ça que je parlais d'équilibre. Ouais, il y a les deux. C'est pour ça que je parlais d'équilibre tout à l'heure. Je pense que chacun doit trouver son équilibre. Mais en tant que berger, de bon berger, des fois, il est important aussi d'être capable aussi d'avertir ou de conseiller. Enfin, moi, j'ai un jeune qui était sous l'eau, mais qui faisait trop de choses juste dans l'église et tout ça, mais on négligeait ses études ou comme ça. Faut trouver l'équilibre. Et pour moi, ça fait partie de notre rôle de berger, justement, de les aider à trouver l'équilibre, tout en étant capable de faire réfléchir aux gens sur le fait, effectivement, des fois, d'être trop dans la richesse ou trop dans des choses comme ça, ou des fois, effectivement, d'être trop juste centré sur des activités chrétiennes et de plus rentrer dans ce que Dieu veut. Sans forcer, mais en étant bienveillant. Tu me regardes, t'as pas l'air convaincu. Si, j'écoute. Mais c'est une réflexion, enfin, c'est pas une réflexion non plus. Tu sais, en fait, moi j'ai le souvenir, parce que avant de travailler à l'APO, donc je travaillais en dehors d'une église, hein, et dans les premiers temps, ça me manquait ce contact parce qu'en plus j'étais commerciale, donc j'avais vraiment des contacts riches et variés. Et ça me manquait tellement au début. Et je me suis dit, mais il ne faut pas que tu t'habitues à ne plus les avoir, ces contacts-là. Il faut trouver des moyens. Et je me rappelle de m'avoir fait cette remarque, tu vois. Donc c'est pertinent, hein, c'est une bonne question. Et on essaye de trouver des moyens. Moi, ça m'arrive, je te dis, je vois le parallèle avec quand j'étais dans le séculier, où c'est tellement plus facile d'être dans le monde et confronté à c'est sûr. Et que des fois, je me dis, mais c'est où que j'ai vu quelqu'un qui a pas déjà la foi, avec qui je peux... C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un réparateur à la maison, moi je les attends. Ah, moi je les attends, je suis content. Parce que chaque occasion est bonne. Mais pour moi, il y a un côté de plus en plus... Enfin, il y a un côté où c'est vrai qu'il faut être vraiment
intentionnel. ça. Si je fais pas gaffe, par exemple, je veux gagner du temps, je vais faire mes courses au drive. Donc encore là, je croise personne. Tu vois. Mais alors, évidemment, je comprends ce que vous dites. Mais est-ce que c'est comme si le berger se disait, mais purée, je suis tout le temps avec des moutons. mais c'est ton rôle de berger. C'est vrai, c'est le rôle. C'est ton rôle, tu dois être là. Quand j'étais à Peugeot, j'étais tout le temps avec des gars de Peugeot, ils parlaient Peugeot, et j'étais tout le temps. Évidemment, il y avait la possibilité que je leur témoigne de l'évangile. Mais après, c'est normal que tu sois dans un pasteur, il est au milieu de ses brebis et c'est normal. Et parfois, il y a des loups. Mais... Après, s'il veut avoir l'occasion de sortir, s'il veut avoir l'occasion d'aller témoigner, il peut sortir témoigner, il peut aller rencontrer ses voisins, il peut organiser un tas de choses. Ça, moi, je me souviens, avec Christian, on avait organisé des soirées pour les voisins. Où on faisait du cidre chaud, etc. Donc, après, c'est chacun qui peut entreprendre. Mais, oui, c'est pas étonnant que le berger soit avec ses brebis. Mais comme tu nous l'as souvent dit, le berger doit montrer l'exemple à ses brebis. Et je pense que si nous, on témoigne pas, si nous, on n'est pas aussi sûr, là, c'est sûr qu'on va pas pouvoir le communiquer. Donc, je pense que c'est là où, effectivement, je comprends Ben. Et c'est qu'effectivement, ça doit être plus intentionnel encore peut-être pour nous qui sommes sursollicités toujours par des chrétiens et donc c'est un vrai défi. Je suis content de t'avoir fait venir sur cette émission. Ouais, je sens qu'on est assez raccord. C'est beau, pas souvent. Bravo messieurs, bravo. Non, c'est beau, mais faut se mettre à deux. C'est mieux Peter Schmitt, tu vois. Moi, je veille. Non, mais oui. On est d'accord avec toi, mais oui. T'as compris qu'on avait raison quand même. Voilà. On va enchaîner parce que c'est cool. On reparle quand même de. Voilà. Moi, je trouvais ça intéressant. Vous savez quoi ? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez vu qu'il y a des avis différents. De l'île chrétienne. C'est aussi ce qui est beau dans On s'y retrouve, c'est qu'on peut avoir des avis différents. Certains peuvent avoir tort, d'autres ont raison. Et puis de toute façon, c'est moi qui fais c'est nous qui faisons les coupes à la fin. Donc je ferai dire ce que je veux à cette émission. Non, c'est pas vrai. Il y a presque pas de coupe. Mais en tout cas, dites-nous, exprimez votre avis, parce que c'est aussi ça, On s'y retrouve. Vous pouvez écrire, exprimer votre avis et puis dire non, moi je suis pas d'accord, c'est bien de faire ces activités. Et puis moi j'arrive à voir des gens, peut-être donner des tuyaux. Tiens, il y en a peut-être plein qui savent pas comment faire parce qu'ils courent après le temps. Comment faire pour briller, puisque là aussi on prend pas en compte la famille. Moi, un endroit où des fois j'ai l'occasion de pouvoir témoigner, c'est quand je prends le petit et je l'amène dans le parc. Tu dois le surveiller quand même, mais t'as plein de gens aussi où tu peux parler, donc c'est cool. Ah ben moi, c'est en promenant mon chien. J'ai eu l'occasion souvent de parler parce que les personnes s'arrêtaient. Moi, je vais attacher mon fils pour. C'est ça. Non, c'est pas. Tu vas avoir des discussions aussi. Tu sais que ça se fait en ville, ça se fait. Hein. Ah, moi, je l'ai déjà vu souvent. Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ils ont un harnais. C'est la même chose. C'est horrible. C'est pas. Non, c'est pour que le petit va pas sur la route. Oui, bien sûr. Et ton chien, pourquoi tu l'attaches ? Hein ? Tu l'attaches pourquoi ton chien ? Pour qu'il te morde pas. Non, c'est pour qu'il passe sur la route. Arrête de. Bon. Bref. On va enchaîner, mais en tout cas, voilà. Si vous avez des idées, comment briller, comment veiller, trouver le bon équilibre, ça se trouve, vous avez la bonne idée, mettez-la dans les commentaires. On va continuer parce qu'on a un témoignage ce soir et je suis content. Moi, j'aime bien demander à des gens de venir sur le plateau. Quand je connais leurs histoires, on les amène sur quelque chose où ça va m'encourager parce que je sais déjà ce qu'il avait dit. Là, je vais être très honnête, la première fois que j'ai rencontré Samuel et Andrea, c'était il y a 25 minutes à peu près, donc je ne les connais pas. Je les ai invités parce que je connais le thème, pourquoi je les ai invités quand même, mais je vais découvrir avec vous et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que j'ai noté quelques questions, ils sont au courant, et puis ensuite on va discuter ensemble. Je compte sur vous pour les mettre à l'aise. Je me réjouis. Oui. On compte sur toi, Samuel. On compte sur toi pour les mettre à l'aise. Tu fais pas attention, hein. C'est gentil. C'est gentil. On fait une petite coupure comme ça, on les amène sur le plateau et rendez-vous tout de suite après la petite coupure. À tout de suite. Eh bien voilà, chers amis, nous voici dans la deuxième partie de l'émission. Comme vous le voyez, Nathalie s'est transformée. Enfin non, pardon. Aujourd'hui, de nos jours, ça peut être mal interprété. Nathalie était remplacée, elle nous a quittés pour faire le remplacement, c'est pas bon non plus. Non. Nathalie est partie du plateau pour accueillir Samuel. Hello Samuel. Oui, bonjour à tous. Et Andrea. Bonjour.
Est-ce que vous allez bien tous les deux? Ouais, super, en Très pleine bien. forme. Bon, super. Alors, on va aller un petit peu plus ensuite, mais je vais vous laisser vous présenter sur ce qui vous amène. Mais peut-être dites-nous qui vous êtes, voilà, un peu ce que vous faites, qu'on apprenne à vous connaître. Ah, ok. Moi, c'est Samuel. Hein. Ça, c'est bien. Voilà, c'est une super bonne note. Oui, alors ça, déjà... Ah, tu viens de gagner des points. Bien gagné des vraiment. points, mais je me prépare en fait pour la suite. Donc Samuel, oui. Donc alors je suis marié avec ma femme qui est ici présente, Andrea. Nous avons 2 enfants, 2 filles, donc 4 ans et 6 ans. Donc moi j'ai une petite société où je fais un peu de consulting pour les entreprises en logistique et je suis également propriétaire d'un terrain de camping dans les Vosges. Donc vous êtes les bienvenus chaleureusement Alors, bien vraiment, accueillis. je vous le recommande. Un terrain de Je vous le camping dans les recommande. Vosges. C'est ça. Et très beau. Ouais. J'ai eu l'occasion d'y être. J'ai eu l'occasion de voir les photos. Sincèrement, une jolie piscine, Faut être courageux beau quand même. mobil-home. Pour aller dans les Vosges? Un camping dans les Vosges. Vraiment, les vous êtes Vosges, des, ouais, des mais gens de c'est- foi. Mais en été, c'est très agréable. Non, c'est très Il agréable. fait Au très contraire. chaud ici, en Au plein. contraire, on nous appelle en pleurs. Il fait trop chaud, on est dans le sud. Oui, Est-ce que vous avez c'est ça. encore une place? Même à côté des poubelles, c'est pas grave. Ah, Non, c'est un peu ça, ouais, D'accord. la tendance. À part la saison dernière où il n'y a plus beaucoup. et puis ils ont créé une petite chapelle, une très jolie petite chapelle. Il y a un étang où on peut aller pêcher. Bon, super. On va pas disserter 20 ans sur. Sur je suis content, je suis content. Je suis content. Là, je voyais Quand faire la pub. Je me voyais t'as me vu, faire. fait quelque chose de non, mais bien, c'est, je vais en parler. On dirait un agent immobilier qui nous présentait. c'est ça. Très content. En tout cas, on a bien Vous savez compris. pas combien ça me coûte. Ça, il te le dit après. Ça, c'est... Mais sincèrement, pour les Andrea. amis internautes qui viennent dans le coin, c'est super. En tout cas, Bien on le sent sûr. plus enthousiaste Ah, sur non, mais le là, il camping s'est- que sur le sujet. Vous, avec votre C'est île, super. là, vous m'avez fatigué. Est-ce qu'on peut laisser Andrea se présenter, si vous le voulez bien, messieurs? Andrea, nous Voilà. t'écoutons. Donc c'est par amour aussi qu'il a choisi les Vosges pour être proche de l'Allemagne, parce que moi je suis allemande et on Ah. habite à Breisach et moi je suis prof à Breisach. Ok. Voilà, Oh, mais donc tu parles allemand à la base? voilà. Ça c'est ma langue mais maternelle. Super. C'est ça. On a une allemande avec nous, génial. Bon, eh ben ravi. Alors, si je vous ai Mais fait ça, venir... tu es originaire d'où? Alors, du Doubs, justement. Non, mais Du tout. Ouais, c'est vrai. des prises, c'est des prises d'otage que tu me Tu fais. peux continuer. Tu peux me laisser animer cette émission ou s'il te plaît, merci beaucoup. Non mais je rappelle que je dois cadrer le truc, donc si à chaque fois tu coupes, on va jamais avancer. C'est pour ça qu'on doit faire des découpes. Merci beaucoup, cher père. Alors, si je vous ai fait venir, c'est parce que quelque chose m'intéresse particulièrement dans votre histoire. C'est l'histoire que vous avez avec votre petite fille, votre petite dernière, Voilà, qui est trisomique. c'est ça. Yana, elle a 4 ans, elle a eu 4 ans il y a 10 jours et elle a la trisomie 21. C'est ça. D'accord. Alors moi c'est ce qui m'a motivé en tout cas à vous faire venir pour déjà comprendre qu'est-ce que c'est la trisomie. On parle souvent de la trisomie 21, etc. On sait qu'il y a énormément d'enfants qui sont avortés, d'enfants dépistés trisomiques qui sont avortés. De mémoire, c'est 90% des enfants en France C'est juste. dépistés trisomiques qui sont avortés. Donc qu'est-ce que c'est on va peut-être partir sur ça. Qu'est-ce que c'est la trisomie 21? Il y a différentes formes de trisomie aussi. Mais qu'est-ce que c'est la trisomie 21? Qu'est-ce que ça engendre chez l'enfant? Je peux peut-être, si tu veux, Ouais, vas-y. en parler. Donc la trisomie 21, effectivement, donc il y a un troisième, on a 23 paires de chromosomes, donc il y a un chromosome en plus sur la paire 21, c'est pour ça qu'on l'appelle la trisomie 21, et ça a un impact surtout, ça a plein de conséquences au niveau génétique, notamment, surtout mental, on va dire, c'est surtout là où c'est le plus, où elle accuse plus Prononcé. le coup, où c'est le plus prononcé. Et bien sûr, il y a des complications sur, on va dire, en général, le cœur, les intestins, voilà, et d'autres, ça peut être aussi d'autres organes. Voilà. Donc, Mais par exemple, Yana, donc, elle a appris à marcher. C'était pour mon anniversaire, le 13 novembre. C'était le plus beau cadeau l'année passée, en Ouais. fait. Donc, elle avait 3 ans et demi qu'elle a vraiment appris à marcher, donc assez tardivement quand même. Elle a des orthèses pour stabiliser ses pieds.
Voilà. Donc, mais sinon, elle parle quelques mots. Elle aime bien dire manger en français et essen en allemand. Voilà, c'est ce qu'elle adore. Mais voilà, elle communique encore pas énormément. Mais est-ce que les médecins savent précisément qu'est-ce qu'il y aura comme difficulté ou est-ce que ça dépend de chaque enfant aussi? Non. Parce qu'en fait, c'est très variable. En fait, souvent, on a des stéréotypes pour les enfants qui sont porteurs de trisomie 21. C'est qu'on pense qu'ils sont, voilà, il y a les clichés, ok, ils sont affectueux, etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre par rapport à la trisomie 21. Sauf qu'il y a entre deux enfants qui ont la trisomie 21, c'est très très variable. Que ça soit au niveau de l'intelligence ou physique ou autre, c'est très très variable. Donc on ne peut pas faire de généralité. Donc nous, on peut parler de notre enfant, effectivement, mais on peut pas... c'est pas parce qu'on est là qu'en fait on représente tous les parents d'enfants qui ont la trisomie 21. Et les médecins peuvent vous prévenir de ce qui va se passer chez vous? Non, en fait, vous découvrez avec le temps. Par exemple, là, votre fille Yana qui marchait pas jusqu'à 3 ans, si j'ai bien compris, 3 ans et demi. Les médecins vous ont dit elle pourra jamais marcher ou ils vous ont dit on verra ou non, comment ça se passe? Ils nous ont dit qu'elle va marcher, certainement, mais ils ne savaient pas exactement quand. Ok, ouais. C'est ça, en fait, on n'a pas l'horizon. On est incapable de dire dans 10 ans on sait qu'elle fera ça. Non, il n'y a pas de planning. On enlève le planning. Il y a juste le projet du Seigneur. Mais sinon, le reste, il n'y a pas de planning. On le met à la poubelle, le planning, là c'est clair. Même le docteur, ils ne savent pas qu'elle va marcher dans combien de temps, il ne sait pas du tout. Quand est-ce qu'elle va parler? Peut-être 3 ans, peut-être 8 ans, peut-être 10 ans. Donc il y a tellement que c'est variable qu'il y a un flou au niveau de l'horizon. Donc en fait... et comment vous le vivez ça? Le fait de ne pas savoir? On vit au jour le jour, donc on fait confiance. Au Seigneur. Le fait de ne pas savoir, je crois que c'était tout au début que c'était le plus dur, en fait. Entre l'annonce, on apprend que notre enfant va être trisomique, et de se dire oh waouh, comment ma vie est-ce qu'elle va continuer? C'était ce premier moment qui était là, le flou qu'il y avait. C'était impressionnant. Alors justement, l'annonce, comment ça s'est passé? C'est au bout de combien de temps? Peut-être quelqu'un qui a pas encore d'enfant. Moi, j'ai un petit garçon, donc je sais qu'il y a des tests qui sont faits assez tôt aussi. Comment ça s'est passé pour vous, l'annonce, et comment vous l'avez vécu d'abord personnellement? Donc, moi, j'étais allée voir le gynécologue, c'était la 11e semaine, je pense. Et il m'a pas demandé, est-ce que vous voulez savoir quelque chose? Il a juste, tout d'un coup, il m'a dit, ah, la clarté nucale, je pense qu'il y a un problème. La clarté nucale, peut-être que tu peux expliquer pour ceux on voit, c'est la nuque, on voit que c'est plus ou moins épais. Et si c'est un peu plus épais que la normale, ça peut vouloir dire que c'est une trisomie. Et j'étais vraiment surprise et il m'a dit bon, repassez dans 2 semaines, on verra. Donc je suis repassée 2 semaines après et il me dit ah non, en fait c'est bon, il n'y a rien. Donc j'étais soulagée. Et encore, il me dit, mais bon, revenez encore dans 2 semaines. Et c'était la 15e semaine par là. Et là, il me dit, ah non. Alors, la clarté nucale est vraiment trop importante. Là, il faut faire un test. Je dis, bon, ok. J'avais eu quand même le temps de me préparer un petit peu. Donc, j'ai dit, bon, je voudrais faire un test sanguin, un test de dépistage. Mais ça n'aura aucun impact sur notre choix. On est chrétien, on va garder ce bébé, quoi qu'il en soit. Ça, c'était déjà dans votre cœur. Voilà. Je lui ai dit tout de suite, pour pas qu'il se mette à me dire « Ah, madame, il y a des possibilités, etc. » Je voulais pas entrer là-dedans, donc je le connaissais bien en plus. Je lui ai dit voilà, c'est juste pour nous, pour se préparer. Et voilà, donc on m'a fait la prise de sang. Et là... Après, il fallait attendre 2 ou 3 semaines pour les résultats. Et là, c'était là que c'était dur. Parce que je m'étais jamais imaginé avoir un enfant handicapé, trisomique. Et là, quand je suis rentrée de ce rendez-vous-là, dans la voiture, j'ai pleuré. Je voyais presque pas la route et j'ai crié à Dieu, mais pourquoi moi? C'était pas dans mes plans, c'était pas ce que j'avais prévu.
Et j'étais en pleurs, j'étais arrêtée à un feu rouge. Seigneur, mais pourquoi moi? Et la réponse, elle est venue tout de suite après. J'étais choquée. Et c'est pas que j'ai entendu, mais c'était à qui veux-tu que je le donne sinon? Les autres n'en voudront pas. Wow. Et là, j'étais, ok, bon, Seigneur, tu sais que moi, jamais je prendrai une décision contre l'enfant. Donc oui, évidemment, tu sais que tu peux compter sur moi, mais bon. Et après, c'était quand même ça a pris encore 2-3 semaines que j'ai prié, que j'ai dit quand même, Seigneur, s'il te plaît, tu peux, toi, tu es le Dieu des miracles, tu peux faire en sorte qu'elle soit, que ça puisse changer, ou que ça puisse, en bonne santé. Oui. Et puis, j'ai vraiment senti que le Seigneur n'allait pas lâcher. Et je sentais que c'était, que je pouvais encore prier, mais que c'était sa volonté. C'est ça, tu sentais que c'est ce que Dieu voulait. Oui, absolument. Dieu voulait vous donner Yana trisomique. Ouais. C'était Yana. Ouais. Qui nous avait en quelque sorte peut-être choisi, je sais pas, mais j'ai senti pendant ces prières que je pouvais encore continuer autant que je voulais. Le Seigneur, il tenait. Et j'ai fini par lui dire, si c'est comme ça que je peux t'honorer, bon, voilà, je vais... Qu'est-ce que ça a provoqué en toi quand tu as vraiment senti cette pensée, cette question que Dieu te posait, mais à qui je le donne? Personne d'autre n'en voudrait. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Ça t'a donné de la paix de savoir que c'était entre les mains de Dieu, que c'était Dieu qui le voulait? Ou comment vous l'avez vécu? C'est une responsabilité, quoi. C'est un énorme défi. Enfin, ça me paraissait dans un premier temps un énorme défi parce que on sort de notre zone de confort et on dit oui à un bébé où on ne sait pas, est-ce qu'il va être très très malade, est-ce qu'il va devoir rester à l'hôpital. On a une amie dont le bébé est resté longtemps à l'hôpital, a subi plus 10 opérations et c'était vraiment difficile. Il y a tout le facteur inconnu de la trisomie qui doit être d'autant plus difficile à appréhender. Mais voilà, ce fait, vu que je sentais que c'était vraiment pour nous, donc j'ai dit ok, on voit pas où c'est qu'on va, on marche sur l'eau, mais Seigneur, tu es là. Et si tu nous donnes ce défi, si tu nous poses ce défi, c'est toi qui vas nous aider à le relever. Et ça a toujours été je mets une pause sur votre témoignage en me retournant vers vous, en vous demandant qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez cette phrase-là que j'ai jamais entendue personnellement, que Dieu aurait dit quelque chose comme ça à quelqu'un. Alors bien sûr que Dieu le fait et c'est magnifique, mais je trouve ça tellement beau. C'est-à-dire, mais à qui je le confierais? Personne d'autre n'en voudrait, quand on sait qu'un enfant, 90% des enfants dépistés trisomiques sont avortés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire tous les deux là? Moi je suis ému. Moi aussi. J'ai presque envie de rien dire de plus que je suis ému et c'est très puissant. Ouais, et merci. Merci d'être un exemple. Vraiment, hein. Merci d'être un exemple d'obéissance, d'être sensible justement à la voix de Dieu. Et on sent qu'il n'y a jamais eu de rébellion. On sent que tu as crié à Dieu, mais un côté vraiment un peu comme Christ, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ce qui t'a permis d'entendre sa voix et de se dire, mais c'est ça, hein, c'est comme dans cette attitude-là qu'on devrait tous être. Hein. Complètement d'accord. Est-ce que avant que Yana vienne au monde, est-ce qu'il y a quand même, j'ai bien compris que vous avez prévenu le corps médical que vous le garderez, mais est-ce qu'il y a eu quand même des pressions? Est-ce qu'ils ont quand même essayé? Ils n'ont rien essayé par rapport à... Il y avait juste la dame à l'accueil qui devait prendre justement le rendez-vous pour la prise de sang. Et elle disait, Madame, c'est demain. Vous venez demain. J'ai dit, non, je ne viendrai pas demain. J'ai cours demain. Si vous venez demain. J'ai dit, non. Après, le médecin, il est venu. Il a dit, non, ils vont garder le bébé. Elle pourra venir quand elle voudra pour la prise de sang. Parce que c'était la limite légale de 16 semaines, je crois, en Allemagne. Non, c'était en Allemagne. Je crois que c'était 16 semaines pour, pour dire oui, je vais avorter. Quoi. D'accord. Est-ce que vous avez
vis-à-vis de Dieu, est-ce que vous êtes passé par une saison, je dirais, difficile ou de gros questionnements entre le moment où Dieu vous l'a dit, parce que si j'ai bien compris, il vous l'a dit tôt dans la grossesse, Oui, très tôt. et les mois qui passent jusqu'à ce qu'elle arrive avec tous ces inconnus, est-ce que vous êtes passé par des moments plus compliqués, des hauts et des bas vis-à-vis de lui? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Rien du tout. Non, pas plus que ça. Enfin, ça nous a rapprochés de Dieu parce qu'on C'est on vraiment- a pu non, c'est dire vraiment Seigneur, on n'a magnifique, que hein, toi. vraiment. Enfin, aide-nous C'est quoi. vraiment magnifique. Et c'était juste. Enfin, moi j'aime beaucoup planifier des choses et savoir à l'avance ce qui va C'est venir. ton côté allemand. Voilà. C'est clair. Regardez. Mais ça, toujours. Hein. Et On a un planning qui est affiché sur un mur et on a à peu près 2 mois d'avance. C'est la seule chose de planifier. C'est pour Ouais, moi en général. Oui, mais j'ai bien senti que Dieu, justement, il me défiait à ce niveau-là. Que, voilà, il fallait que je marche sur l'eau. Enfin, je ne savais pas, c'était le brouillard. Et je ne savais pas, est-ce que je voulais pouvoir continuer à travailler? Parce que j'aime beaucoup mon travail. Voilà, si elle devait rester à l'hôpital, j'aurais dû rester avec. Magdalena, notre grande, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Samuel, pendant quelques mois, pendant la saison, il est au camping. Voilà, qui c'est qui aurait pris Magdalena? Ah Et ouais, non, c'est en fait, plein de c'était questions. toujours ma prière, Seigneur, permets-nous que ça soit faisable, Ouais. juste faisable, un défi qu'on puisse vraiment relever sans que tout éclate. Tout explose. Ouais, c'est ça. Et toi, Samuel, en tant qu'homme, en tant que papa, tu l'as vécu de la même manière? Alors moi je l'ai vécu, bon toi tu étais en première ligne, donc moi j'avais un peu plus de temps pour un peu plus cogiter parce que je prenais pas toutes les nouvelles de front, donc on va dire que j'avais plutôt le bon rôle par rapport à Andrea. Pour moi, Tu t'es jamais posé de questions, vraiment. C'était clair Non. dès le début pour nous. Au début j'étais dans l'espoir et puis au début on est plutôt dans l'espoir quoi. On se dit allez, surtout qu'au départ quand elle recevait les nouvelles que tu m'apportais à la maison, donc une fois fallait s'inquiéter, une deuxième fois non, une troisième fois là faut s'inquiéter. Je me dis attends, c'est une personne qui sait, voilà, on saura bien assez tôt quoi, ça va se faire. Donc voilà, j'étais plutôt je suis un pas en arrière et je regarde ce qui se passe et voilà, mais j'ai jamais été contre ou j'étais plutôt avec toi bien sûr, et on a été ensemble dès le départ et même c'était clair et Andrea me l'avait dit, c'était clair quoi. Enfin, le choix avait été fait, notre choix était fait et il n'y avait pas sujet quoi. C'est magnifique fallait aussi. passer à autre chose. J'allais dire, est-ce que ça vous a rapproché le fait oui, de... énormément. Ah oui, parce que si on n'est pas soudés les deux, en fait, tout explose pour le coup. Ouais. Et c'est pour ça que je posais la question, puisque dans certains couples, malheureusement, il y a tout d'un coup de la pression qui vient souvent du mari, en disant non, moi je ne veux pas. C'est plus facile. Et puis j'ai eu... Oui, pour le mari, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. De dire je sais pas, j'ai jamais été confronté, mais de dire non quoi. Mais c'est sûr que pour l'épouse, lorsque le mari ne va pas dans le même sens, c'est extrêmement difficile et ensuite tout serait remis constamment en question. Et c'est vrai que chez l'homme, c'est ça ton peut être un enfant, rapport... Oui, tu l'as voulu, exactement. c'est invivable sur la Chez durée. l'homme, ça peut être un rapport aussi à le rapport à la maladie et le handicap, le regard des autres et aussi avec l'enfant et la mère, il y a un lien direct, physique. Et chez le père, il y a cette découverte de l'enfant et ce rapport des fois on a du mal à accepter. Je pense que chez l'homme, l'appréhension aussi, il doit gérer d'autres choses, je pense, au fond de son cœur aussi. Et c'est pour ça que effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord. En général, c'est le genre de choses, soit ça soude, soit ça explose le couple. C'est le socle, ouais. C'est le socle. Comment vous, à la venue de Yana, du coup, comment ça s'est passé? Alors, quand
quand elle est arrivée, comment vous l'avez vécu? Heureux, soulagé de voir que ça s'est... Ouais, alors peut-être tout au début, enfin moi ce qui m'a... Enfin, là où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est lors de parce qu'André a fait une césarienne. Et en Allemagne, le mari a le droit de participer. Non, j'avais pas de couteau, j'avais pas de ciseaux non plus. Mais j'étais présent. D'assister. Oui, à la césarienne. C'est ça. Ouais. En Allemagne, on peut. En France aussi, quand la césarienne est prévue. D'accord. Ah ouais, d'accord. Okay, moi, c'était une césarienne. Sylvia, ça a été par césarienne aussi. C'était en urgence. C'était impossible. Quand c'est prévenu, c'est possible. C'est possible. Bon, bah alors c'est ça. Nous, c'était prévu. Donc j'ai pu assister. Bon. Sauf que j'avais assisté aussi à la première, parce que c'était aussi une césarienne, notre première fille. Et la différence, c'est que la césarienne de notre première fille, il y avait à peu près 3 personnes, je pense. Et là, là on avait le comité d'accueil. Là, on avait à peu près 6 personnes, 7 personnes. Donc là, on se dit, s'il y a autant de spécialistes... Voilà, donc déjà là, il a fallu aussi prier, notamment de mon côté, pour que tout se passe bien dès la naissance, parce qu'ils nous avaient un peu prévenus, ils nous ont dit, s'il y a le pédiatre, s'il y a tout le monde, c'est pas pour rien, c'est pour qu'on puisse réagir. Si elle respire pas quand elle va sortir, ça peut arriver. Les enjeux sont plus grands. Ouais, en fait, ils sont... Parce que souvent le cœur, il y a plusieurs trous dans le cœur. Ouais. Voilà, ce qui fait que le sang ne peut pas circuler comme il faut. Ils nous ont dit, il se peut qu'elle soit bleue en arrivant et qu'on intervienne tout de suite, on la prend et on part. Ils anticipent vraiment le risque au maximum. Ouais, c'était un peu comme en Formule 1, quoi, dans le stop. Pour starting block, ils étaient prêts. Ma femme, c'est son travail. Elle récupère les enfants comme ça et elle les réanime. Ça, c'est magnifique. D'accord. C'est stressant pour eux aussi, parce que on le sentait, sont dans la même interrogation. Et ils doivent se préparer à toutes les possibilités. C'est une vie. Là, ils veulent tout faire pour la sauver en cas de... C'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai prié depuis qu'on l'a appris jusqu'à, bien sûr, la naissance. Mais à peu près 2 semaines avant la naissance, j'ai ressenti une paix que j'arrivais plus à prier presque pour ça. C'est tellement... C'est bon, je t'ai entendu... elle sera en bonne santé. Et j'étais tellement apaisée, on devait attendre encore un peu parce que il y avait une autre urgence. On a même dormi encore une demi-heure là dans la salle. C'était tranquille. Et quand elle est venue au monde, elle était tonique. C'était impressionnant parce que souvent les enfants trisomiques, ils sont pas très toniques. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à lever la tête, à téter, à boire au sein. Et elle était une championne. Et vraiment, j'étais émerveillée. Voilà. Est-ce que par rapport à votre première, elle a 4 ans, du coup, est-ce que vous avez vu des différences dans l'accompagnement quand ils sont enfants? Vraiment tout petit, j'ai envie de dire bébé. Est-ce que il n'y a pas de différence entre nous, parce qu'elle est partie sur de bonnes bases physiquement. Donc il n'y avait pas de différence, quasi pas. Non, même l'inverse, elle était tellement gentille, elle dormait 9 heures par nuit. C'était si, il y a une différence. Il y a une grosse différence. Tellement une différence calme, là, c'est... Oui, dans ce sens, il y avait une différence. On était plus apaisés. On était zen, c'était vraiment... Ah oui, un bébé, oui, il dort, il est gentil. Non, c'est vrai. Non, franchement... Moi, j'en ai eu un qui nous a réveillés pendant 9 mois, toutes les nuits. 3-4 fois. Il priait. Oui. Pendant 9 mois, c'est une grosse différence quand ils sont gentils comme ça. Je me permets cette question, mais comment vous voyez l'avenir avec Yana? Puisque aussi il y a encore toujours des incertitudes, vous savez que il y aura des vrais défis qui vont venir aussi. Vis-à-vis de la société, dans la scolarisation, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà discutées? Comment vous voyez l'avenir? Alors, moi je me suis dit tout de suite, par rapport à l'avenir, qu'est-ce qu'elle fera plus tard, ou est-ce qu'elle aura un métier ou pas, etc. Je me suis projeté tout de suite là. Je me suis dit, ça va, moi j'ai un terrain de camping. Elle aura un travail au moins à elle aura de quoi faire à la maison. Si elle veut, Si elle veut, bien sûr, et si c'est le plan prévu pour elle.
Donc voilà, on essaye de se rassurer quoi. Par rapport à ça, on essaye de trouver un plan B quoi. Donc là, de ce côté-là, moi je me suis rassuré comme ça, mais effectivement, non, on a déjà là la moindre amélioration quand elle nous sort un mot, on est déjà super content. Ouais. Alors en fait, on n'y pense même plus. Vous n'êtes pas trop dans la projection. Non, parce que ça, en fait, ça sert à... Ouais, chaque jour suffit, ça peut. Chaque jour suffit, voilà. Ouais. Et on se contente maintenant, ça nous permet de rester humble aussi, parce que là, chaque amélioration ou chaque mot ou... Chaque pas en avant. Chaque pas en avant, en fait, ça nous comble de bonheur. Et ça, voilà, on a une autre échelle par rapport à... on va dire au bonheur, si on peut dire. Voilà. On est réjouis pour le moindre... Ouais, elle est tellement attachante. Ouais, c'est vraiment un bonheur de l'avoir. On est bénis aussi de l'avoir. Et ce n'est pas important ce qu'elle fera dans la vie, mais elle est déjà un témoignage. C'est qui est important. C'était difficile de trouver l'équilibre entre la petite et sa grande sœur. Je veux dire, dans l'attention à donner, puisque c'est parfois là qu'il y a des parents qui m'ont déjà dit que se créait parfois une difficulté entre l'attention que le premier le sentira et plus. Puis, alors nous, on a la première qui a besoin de nous entre guillemets. Donc en fait, elle s'accapare quand même son temps, la première. Donc là-dessus, je lui fais confiance. Non mais il y a aucun souci. Elle se laisse pas. Elle est très câline, etc. Donc là-dessus, elle réclame notre attention. Oui. Mais c'est vrai qu'on serait peut-être plus embarqué. Effectivement, on serait des fois, même moi, quand je vois la petite, on peut se dire tiens, elle a besoin de plus, elle a besoin de beaucoup plus d'attention parce qu'elle a un besoin. Il faut qu'on aille vers elle. Sinon, c'est vrai que si on va pas vers elle, elle reste dans son coin, quoi. Mais en même temps, elle est tellement contente. Elle joue toute seule. Donc voilà, c'est ça qui permet aussi de s'occuper de la grande en même temps. Ouais. Voilà. Parce qu'en plus de ça, c'est que chaque enfant est différent, même s'il n'y a pas de maladie dedans ou d'handicap. Chaque enfant est hyper différent. Est-ce que au niveau du alors, peut-être ce sujet, mais est-ce que le regard des autres, est-ce que vous l'avez déjà senti et si oui, comment vous réagissez? En fait, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, la personne, quand je suis avec la grande, les personnes qu'on croise, elles vont me regarder moi, et après elles vont regarder la petite, elles nous regardent les deux. Et quand je suis avec la petite, les gens ne me regardent pas. Les gens regardent que la petite, que. Donc c'est comme si j'avais je sais pas, comme si vous aviez votre chien, j'en sais rien, mais il regarde, c'est un peu bizarre, quoi, parce qu'en fait, on voit qu'ils regardent et en fait, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser à cet instant T? Qu'est-ce qu'ils se disent, quoi? Est-ce qu'ils ont de la pitié ou est-ce qu'ils ont plutôt, j'ai un peu, pas du dégoût, mais... Et comment vous le prenez? Oui, mais il y a beaucoup de regards attendris aussi. Hein. Oui. Parce que quand Yana sourit, elle communique le sourire vraiment à tout le monde. C'est plus de l'empathie quand même. En général, quelqu'un qui est atteint par la trisomie 21, il donne le sourire à tout le monde. Oui. Est-ce que ce côté-là, le côté empathique, mais tu as utilisé un autre mot, des fois certains, on peut plus le qualifier de pitié. Ouais. Comment vous le vivez, ça? C'est plutôt une situation inconfortable parce que la personne qu'on croise, on la connaît pas et en fait, pour moi, c'est plutôt de l'inconfort. Ouais. En fait, on se sent, c'est gênant. C'est gênant, ouais, c'est ça. En fait, ça crée une gêne. C'est comme si, en fait, moi, si je m'approchais de vous tout près, ça crée une gêne. Et là, c'est un peu pareil, sauf qu'en se croisant, on est un peu gêné. Tu préférais de la neutralité, la même chose que pour la grande? Ouais, c'est ça, qu'on me regarde, qu'on passe, puis qu'on s'attarde pas, qu'on est, jusqu'à... oui, c'est... Et puis qu'on se retourne et... de marquer la différence. Ouais, de vraiment se dire, tiens, c'est quelqu'un de différent et on va le scruter pour... Lorsqu'elle est avec toi dans le camping, puisque dans une ambiance camping, les gens sont plus décontractés, ça se passe comment? Ouais, c'est différent, parce qu'en fait, les personnes qui sont au camping, mes clients, et la petite, maintenant qui va aller peut-être à droite à gauche,
elle sera intégrée. Déjà, vu que c'est moi le propriétaire, en fait, mes filles, elles ont... Enfin, voilà, les clients sont tout fous, quoi, de mes filles. C'est un peu les mascottes. Et ça fait un peu... oui, c'est un peu les mascottes. Mais c'est vrai que l'attitude n'est pas la même qu'à la rue, c'est vrai. C'est que là, c'est un peu comme une famille. Comme une grande famille. Comme une grande famille, c'est-à-dire que les gens, là, il n'y a pas de barrière, on est tout de suite... on est proche des gens, donc ils vont, au contraire, ils vont être contents de la voir. Là, c'est différent, effectivement. Ouais. C'est comme une grande famille. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Est-ce que vous pensez, parce qu'elle a 4 ans, du coup, est-ce que vous pensez, comment ça se passe au niveau de la scolarisation parce qu'aujourd'hui, l'école obligatoire à 3 ans, comment ça se passe avec quelqu'un, avec un enfant qui est trisomique? Je te laisse répondre parce qu'il y a, pour la scolarisation, tu t'es bien battu. En Allemagne, donc la scolarisation n'est qu'à partir de 6 ans. Ouais, mais vu que, voilà, on travaille les deux, on avait besoin d'un moyen de garde. Donc voilà, on l'avait mise à la crèche. Et déjà là, c'était difficile, voilà, parce qu'il y a de l'appréhension. Ils ne savent pas où un enfant trisomique, est-ce qu'il va réagir comme les autres, etc. Mais il y avait des personnes très courageuses et on a beaucoup prié pour ça. Et elle a eu sa place. Et là, en septembre, elle a pu intégrer l'école. Donc là aussi, c'était chaud. On a vraiment, vraiment prié parce qu'au début, ils n'étaient pas sûrs de vouloir l'apprendre, etc. Mais elle a eu une AVS qui la suit tous les jours. C'est ça, ouais. Et là, elle est intégrée dans un groupe totalement normal et ils l'adorent. Enfin, les autres enfants, ils sont toujours autour d'elle. Et, voilà. Et les maîtresses sont très contentes. Enfin, on est vraiment, vraiment bénis que ça se passe vraiment à merveille. Et voilà. Non, c'est chouette. Je pense que c'est comme ça que la société devrait être. Je suis d'accord. C'est-à-dire que la société devrait, comme les enfants, accueillir l'enfant qui est différent. Le malheur de notre société, c'est de vouloir faire une sélection entre ceux qu'on estime être dignes de vivre dans cette dernière, et puis ceux qui sont différents. Et comme si la différence, elle gênait. Et je pense que le milieu des enfants, il y a une question moins là-dedans. Il y a une question aussi, c'est horrible, hein, mais il y a une question aussi économique. C'est que si on veut l'avortement de tellement d'enfants, c'est parce que un enfant qui est trisomique, selon ce qui se passe, selon sa santé, aura besoin de plus de soins, et malheureusement, et c'est horrible à dire, mais cette question, moi je le crois, ils la prennent en compte, et c'est aussi pour ça qu'ils sélectionnent en fait. C'est une question de productivité, de création de valeur. Donc en fait, on est dans un monde comme ça, de la mondialisation, etc. Donc quelqu'un qui ne crée pas de la richesse et qui n'est pas productif, et qui n'est pas dans la norme. Et qui risque de coûter de l'argent parce qu'il y a des soins, etc. Ça peut poser question. Mais là, Yana, elle est ambassadrice en quelque sorte, parce que là, les enfants qui sont d'un groupe avec elle, pour eux, c'est normal que Yana soit comme elle est. C'est Yana, point. Et ils ne se posent pas de questions. Ils sont heureux de la rencontrer sur l'aire de jeu. Enfin, il n'y a pas de questionnement. C'est les adultes qui ont ce regard. C'est ça. J'ai beaucoup moins senti cela quand je suis en Afrique, par exemple. La société africaine est beaucoup plus accueillante. Et j'ai vu des endroits où il y avait des enfants qui avaient toutes sortes d'handicaps, mais l'intégration était évidente. C'est-à-dire, on ne se posait pas la question, on n'était pas dans ce raisonnement où tiens, mais qu'est-ce que cet enfant... Non, c'est autant qu'on intègre les personnes âgées. Voilà. J'ai eu un de mes amis pasteurs qui était venu ici. Quand il a vu la maison de retraite, il pleurait. Il disait, mais les vieux qui se sont occupés de vous les rangez dans des maisons. Il comprenait pas. Alors que là-bas, la famille, c'est de les générations, mais c'est aussi les enfants qui ont des handicaps. Alors, je suis pas en train de vouloir brosser le tableau idéal, puisque certainement en Afrique comme ailleurs, j'allais dire, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi j'ai plutôt entendu l'inverse. Moi, là où j'ai été, je pouvais le voir, je pouvais le vérifier.
Évidemment, si vous allez dans des pays comme l'Inde, là, c'est différent. Puisqu'il y a derrière derrière il y a toute une philosophie qui amène les gens à faire la différence parce qu'on attache à l'handicap une vie antérieure qui était mauvaise. Donc évidemment là ça devient terrible. Mais dans ce que j'ai pu, en tout cas là où j'étais en Afrique, j'étais heureux de pas voir de différence et de pas la sentir. Ouais. L'enfant fait partie, ou l'handicapé, parce que ça peut être un handicapé autre que trisomique, hein, mais il fait partie de la famille. Et aujourd'hui, je trouve que nos sociétés modernes sont devenues extrêmement cruelles. C'est vrai. Et autant on peut être très sélectif au niveau des études, au niveau intellectuel, reléguant ceux qui n'y arrivent pas à des tâches subalternes dans lesquelles finalement on ne cherche pas à estimer quelles sont leurs compétences et leurs capacités différentes, ben, autant on en arrive à une forme, pardonnez-moi, d'eugénisme. Hein. Ah, mais c'est exactement ça. Et quand je me dis, mais seul un enfant sur 10 survit chez les enfants trisomiques, mais c'est horrible. C'est un horrible. génocide. Vous faites partie des justes. Chez les Juifs, vous seriez des justes qui ont sauvé. C'est juste énorme. C'est ça, parce que moi ça me touche quand tu disais il y a pas de. Vous n'avez pas senti cette pression-là. Malheureusement, moi j'ai entendu et j'ai vu ces histoires-là où certains disaient mais moi je me suis senti poussé. Je dois dire que nous, quand on a fait ça doit être horrible. tous les enfants doivent faire, toutes les femmes enceintes doivent faire un test, mais le premier test suffit pas. Ils vous mettent le doute pour en faire un deuxième en disant vous êtes sûr, on sait jamais. Insinuant derrière, on sait jamais, il est pas trop tard quoi pour et on sent cette pression qui est là et puis chez certains qui a été vraiment comme on a eu dernièrement Marie-Claire qui a parlé par rapport à sa situation. Ouais, elle disait c'était pas finalement du rejet, mais c'était du presque un peu débrouillez-vous quoi. C'est de l'abandon. C'est de l'abandon. Ouais. Et puis Vous assumez, ma quoi. femme me disait, derrière, même en coulisses, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire quand des parents décident de garder, Ils sont irresponsables. ah là c'est hyper violent de la part des médecins ou comme ça. Parce qu'effectivement aujourd'hui la norme c'est un enfant trisomique, il faut l'avorter. C'est la norme, c'est comme ça, qu'il faut faire. Alors que c'est terrible. Ce serait tellement triste si on ne l'avait pas, Yana. Enfin, j'arrive pas à imaginer. Mais nous, on n'a pas senti ça de la part des médecins. Mais ça, c'est beau. Mais c'est vrai qu'il y avait des voix quand même dans l'entourage proche qui étaient vraiment choqués par le fait qu'on puisse imaginer de garder l'enfant. Qui eux-mêmes, ils avaient peur, je pense, ou ils n'arrivaient pas à imaginer. Ils disaient, mais vous n'avez pas peur? Mais vous allez faire comment? Et on a dû dire, on n'a pas de plan à 3 ou à 5 ans comment on va gérer. On ne sait déjà pas comment ça se passera à la naissance. Mais voilà, on croit en Dieu qui va être avec nous. Saura faire. Ah, mais c'était des personnes pas forcément croyantes, donc ça les a énervés encore plus. Mais c'est terrible parce que n'importe qui peut se retrouver handicapé, n'importe quand. Exactement. Et ça, les gens l'oublient. Et si on les traitait, si on commençait à dire, mais à partir du moment où vous êtes handicapé, après un accident, vous aurez le même sort que ces enfants-là, peut-être qu'on réfléchirait tous, mais n'importe qui. Vous avez un AVC, vous avez un accident, vous avez... Personne n'est à l'abri de l'handicap. Et le fait de ne pas estimer, et on en revient au fait de ne pas estimer la vie, de ne pas estimer. Moi j'ai beaucoup aimé, j'étais un jour dans un train et je parlais avec un Coréen, il me dit mais nous en Corée, quand on vient au monde on a déjà 9 mois. Parce que l'âge se calcule à partir de la conception et non pas de l'accouchement. Et c'est juste. Ça change tout là. Mais c'est juste. C'est un chêne est chêne quand? Mais les chênes, dès qu'il est en terre, ce que j'ai mis en terre, c'est un chêne. Alors il n'est pas encore, il va lui falloir un siècle pour devenir mais c'est un chêne. Et même quand il est petit comme ça, c'est un chêne.
Et Yana, ce jour-là, quand on m'a dit il faut que vous veniez demain pour la prise de sang et tout, que c'était vraiment chaud. C'était la première fois que je l'ai senti sur le retour dans la voiture. Et elle s'est agitée. C'était tôt, hein. Je l'avais encore pas senti avant. Elle s'est agitée, elle avait peur. On a senti qu'elle, d'une façon ou d'une autre, elle avait compris que c'était pour elle, qu'il s'agissait d'elle, de sa vie, de son cas. Et je lui ai dit, écoute, calme-toi, je vais prendre soin de toi. Mais c'était vraiment, elle était là, hein. Elle savait qu'il s'agissait d'elle. C'est pas, c'est pas quelques cellules. Hein. Ouais, c'est ça. Ah non. Et il y a une telle richesse quand tu regardes aujourd'hui, il y a des personnes très connues hein, qui sont trisomiques, il y a eu des acteurs, il y a des top modèles, il y a des gens... Enfin aujourd'hui, il peut se passer tellement de choses aussi magnifiques. Et moi je dois le dire, à chaque fois que je vois quelqu'un de trisomique, même de plus âgé, j'ai eu la chance de pouvoir en côtoyer, mais c'est des rayons de soleil. Vraiment, c'est des rayons de soleil. Alors il y a tous les défis, mais c'est des rayons de soleil quand on les on les croise, quand on est un peu avec eux. Donc moi j'ai envie de dire merci beaucoup de nous avoir gardé Yana. Je me réjouis de la rencontrer du coup, parce que je l'ai pas encore rencontrée. Je me réjouis de la rencontrer, ce petit soleil. Et puis merci pour votre courage, que Dieu continue de vous inspirer pour toutes les zones de flou encore. Parce qu'il y en a encore, mais s'il a été là jusqu'à aujourd'hui, il ne s'arrêtera pas en cours de chemin. Hein. Il a promis jusqu'à la fin. Amen. Donc merci de tout cœur. Le temps est passé là maintenant. Mais je pense que ce témoignage peut faire aussi beaucoup de bien. Vous avez été courageux en venant ici. Certains peut-être peuvent être gênés, vous avez été vraiment courageux. Et je pense que ce témoignage peut faire beaucoup de bien. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui on vient de lui apprendre que son enfant est dépisté trisomique. Rien que pour cette personne-là, ça vaut le coup. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine en priant ensemble. Tib, est-ce que tu serais d'accord ? Avec plaisir. Oh Dieu, merci. Merci pour Samuel et Andrea. Merci pour le témoignage, Seigneur, qu'ils ont été pour moi ce soir et pour nous vraiment. Je suis tellement touché, Seigneur, de leur cœur pour toi, de comment ils t'ont fait confiance et de comment, Seigneur, tu leur as donné ta paix, tu les as conduits. C'est pour la merveilleuse petite Yana, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, pour cette petite princesse, merci parce que tu l'as voulu, tu l'as designée dans le ventre de sa maman. Seigneur, et je te loue pour elle et je te remercie de ce que tu as des rêves pour elle. Je te remercie de ce que tu as des rêves pour cette famille. Et vraiment, je veux les bénir en ton nom, mais j'aimerais bénir vraiment tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui peut-être ont un enfant trisomique, ou tous ceux qui peut-être se posent des questions. Seigneur Jésus, je te prie de nous donner ta paix, de nous aider à aimer ces enfants, à les accepter. Seigneur, et je veux croire, Seigneur, qu'il y a un rêve pour chaque enfant. C'est peu importe son handicap, Seigneur, il y a un rêve pour chacun d'entre eux. Donne-nous, Seigneur Jésus, de prendre soin d'eux. Donne-nous de les aimer. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance. Seigneur, donne-nous de te faire confiance jusqu'au bout, de croire en la vie. Seigneur, et pardon pour notre pays. Pardon pour tous ces avortements. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, et je prie vraiment de peut-être secouer les mentalités, peut-être d'aider notre pays à se réveiller face à ces crimes, Seigneur, qui sont commis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous deux, merci Andrea, merci Samuel d'être venu, d'avoir quitté votre terre vosgienne. Et rendez-vous au camping. Merci Tib, merci papa d'avoir participé aussi à cette émission. Et puis merci à vous, chers amis, de regarder fidèlement. Voilà, n'hésitez pas à la partager. Encore une fois, à donner votre avis, peut-être encourager Samuel et Andrea. Vous pourrez regarder dans les commentaires, vous pourrez regarder. Et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission, plein de sujets, plein d'avis. On s'y retrouve toujours à la fin et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.